Ce qui n'était d'abord qu'une intuition a été éclairé depuis par des recherches que j'ai menées dans les archives municipales et départementales sur la vie de Nicolas Denand. En épluchant les registres de baptême, décès et mariages sur près d'un siècle, j'ai découvert plusieurs éléments qui jettent un éclairage nouveau et pas nécessairement flatteur sur ce notable Mâconnais. Tout d'abord, Françoise Rubat n'était pas sa première femme. Nicolas Denand s'était marié le 4 septembre 1644 avec Philiberte Pelletier, dans la chapelle du couvent de la Visitation, femme dont il eut 5 enfants. Philiberte décéda le 7 octobre 1650, après 6 ans de mariage. Le 7 février 1651, soit 4 mois jour pour jour après le décès de sa première épouse, et il épouse Françoise Rubat dans la même chapelle du couvent de la Visitation. Sans être exceptionnel, la brièveté du deuil de Nicolas Denand est tout de même à souligner. Sa jeune épouse, baptisée le 23 juin 1628 et non le 11 novembre 1631, comme l'écrit Olivier Zeller, abusé par un homonyme, âgée donc de 23 ans, lui donnera elle aussi 5 enfants, avant que les troubles que l'on sait ne l'atteignent après 6 ans de mariage. Hasard des chiffres ou bail de 6 ans non renouvelable accordé par Nicolas Denand à ses épouses? Impossible de se prononcer avec ces seuls éléments. En voici d'autres. Le père de Françoise Rubat, François, riche marchand mâconnais, décède le 7 août 1655, suivi de peu par sa mère, Louise Préau, qui meurt le 2 octobre 1657. Ce fut donc, émotionnellement parlant, une période très difficile pour Françoise Rubat, ce qui contribua très certainement à son déséquilibre, et ce qui, incidemment, fit d'elle une héritière. Plus troublant encore, le 1er novembre 1657, soit 9 mois après le début des symptômes, est baptisé Claude Denand, fils naturel de Nicolas Denand. Cet enfant illégitime a donc été conçu au début des faits, ce qui implique que notre apothicaire entretenait une liaison à cet instant précis. Là aussi, nous avons une explication potentielle du mal-être de son épouse. Et ce n'est pas tout. Cet enfant est le fils d'une certaine Toinette Briand de Cluny. Toinette. Comment ne pas faire le lien avec cette fameuse servante, Antoinette, avec laquelle Françoise Rubat s'entendait si mal? Dès lors, on comprendrait mieux cette inimitié entre les deux femmes, et la phrase mentionnant plusieurs autres désordres bien plus considérables qu'elle avait fait dans son ménage prendrait un sens tout particulier. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. J'ai pu établir que Françoise Rubat est décédée le 23 juin 1667, soit 10 ans après les faits, probablement au terme d'une lente agonie entre les murs d'un couvent ou d'un hôpital, preuve que son cas ne lui a pas valu le bûcher. Fort heureusement pour elle, la chose n'était plus guère dans l'air du temps. En effet, depuis 1640, le Parlement de Paris avait renoncé à poursuivre pour crime de sorcellerie. Or, plusieurs autres cours, dont le Parlement de Dijon, s'étaient alignés sur lui en la matière. En témoigne le cas d'un jeune berger de 17 ans, surnommé le petit prophète d'Arcé. J'ouvre une petite parenthèse. Ce dernier, qui officiait donc en Côte d'Or, dans la région de Flavigny-sur-Ozerain, prétendait qu'il pouvait identifier un sorcier en plongeant ses yeux dans les siens. Il sillonna les routes de l'Auxois, semant la mort d'un regard. L'année 1644 avait été difficile, la grêle ayant ravagé les récoltes, il fallait donc des coupables. Mais le juge Barbier du Parlement de Dijon était sceptique, et il fit arrêter le jeune homme en 1644 pour le mettre à l'épreuve. Il lui présenta 35 paysans, parmi lesquels le petit prophète identifia 27 sorciers, 77% quand même. Puis, 2 jours plus tard, il lui présenta les mêmes personnes, vêtues plus richement, rasées de frais, équipées d'épées. D'après le soi-disant prophète, il n'y avait plus là que 5 sorciers, ce qui sonna le glas de ses errances mortelles. Pour en revenir à notre cas, l'histoire de Nicolas Denand non plus ne s'arrête pas là. Les archives mentionnent en 1677, exactement le 10 avril, le décès de Françoise Janoire, femme du sieur Nicolas Denand, jadis apothicaire et bourgeois demeurant au cloître. Hélas, je n'ai trouvé aucune trace de leur mariage, peut-être célébré dans la commune d'origine de son épouse, ce qui ne permet pas d'établir sa durée exacte. Quoi qu'il en soit, il est certain qu'elle n'excéda pas 10 ans, puisque ce mariage n'aurait pu en aucun cas être célébré avant le décès
de Françoise Rubat en 1667. De plus, 8 mois après le décès de cette Madame Janoire, une bénédiction nuptiale est accordée à Nicolas Donand et Marguerite Paulet. Il n'est dit que bourgeois dans cet acte. S'agit-il bien de lui ? On peut le penser, puisque l'acte d'essai de Françoise Janoire le décrit déjà comme jadis apothicaire, d'autant que la comparaison des signatures figurant sur les actes ne laisse guère de doute, malgré de légères différences normales à 20 ans d'écart. D'ailleurs, si jamais un doute subsistait, il s'avère que Marguerite Paulet n'est autre que la fille du médecin ayant conclu à la possession démoniaque de Françoise Rubat. Après, la trace se perd, notamment à cause de plusieurs homonymes. Ainsi, sur un acte de baptême du jeune enfant Nicolas Donand, j'ai trouvé, son père s'appelait Nicolas Donand et le parrain du baptême, Nicolas Donand également. Donc à partir de là, il devient extrêmement compliqué de savoir qui est qui. Et donc l'acte de décès de notre maître apothicaire fait défaut. Peut-être est-il parti finir ses vieux jours au soleil avec sa nouvelle femme. Nous savons en tout cas qu'il a été marié au moins 4 fois et que 3 de ses épouses sont décédées après moins d'une dizaine d'années de loyaux services. Souhaitons à Madame Donand numéro 4 d'avoir obtenu un bail à durée indéterminée. Bien que le tableau ainsi recomposé soit cohérent et plausible, et ne souhaitant pas condamner sans preuve formelle un notable Mâconnais, je vous livre une alternative médicale à la théorie du démon de l'officine. Si nous ignorons tout des circonstances de décès de mesdames Donand 1 et 3, nous savons en revanche que les troubles de Françoise Rubat débutèrent le lendemain de ses relevailles, c'est-à-dire de son accouchement. Or, il arrive parfois, chez 8% des femmes environ, un phénomène post-partum assez grave que l'on nomme thyroïdite. Le corps de la patiente, abusé par les transformations hormonales survenues durant la grossesse, se met à fabriquer des anticorps qui attaquent sa thyroïde, pouvant aller jusqu'à la détruire. Outre diverses manifestations physiques, cette maladie peut s'accompagner de nombreux symptômes psychologiques, conduisant parfois à des bouffées délirantes aiguës. Illusions perceptives, fluctuations très rapides de l'humeur, de l'angoisse à l'euphorie, logorrhée intarissable, excitation motrice, phase de mutisme, scandale, accompagnée parfois d'une érotisation des comportements confinant à l'hystérie. Il est donc assez probable que le mal ayant rongé Françoise Rubat ait été produit par elle-même, bien involontairement et sans la moindre intervention de quiconque et encore moins du démon. Là aussi, libre à chacun de trancher en fonction de ses convictions.